Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour commenter les faits d'actualité et pour faire travail de déconstruction. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un point de déconstruction globale qui va nous faire réfléchir sur les moyens de lutter contre le système à partir des mobilisations des agriculteurs en France contre le Mercosur et des luttes qui continuent à se mener en Martinique contre la vie chère. Mais avant de passer à cette partie déconstruction, je vais quand même faire quelques commentaires sur 4 points d'actualité. Le premier, concernant la convocation à la gendarmerie du Marin d'une militante Anicia Berton. Ensuite, nous allons parler du mandat qui a été lancé contre Netanyahou. Nous allons profiter pour en parler de la loi sur le terrorisme et enfin nous allons dire quelques mots sur le comportement de Emmanuel Macron. On va commencer tout de suite avec la convocation de Anicia Berton. Alors, c'est une militante discrète, autant discrète qu'active et avec un rôle déterminant. J'ai personnellement eu l'occasion de la comparer à Lumina Sophie à l'occasion d'un meeting parce que cette militante, c'est l'une de celles et de ceux qui avaient dynamisé la lutte contre le drapeau 4 ans pour l'adoption du drapeau rouge vert noir et qu'on retrouvait dans toutes les mobilisations, qu'on retrouve encore dans toutes les mobilisations. Donc, cette militante a été convoquée vendredi à 14 h à la gendarmerie du Marin pour être auditionnée sur des faits qui remontent à 2 ans en arrière. Alors, de quoi s'agit-il? A-t-elle pillé un magasin, agressé quelqu'un, etc. Non. Dans une mobilisation, il y avait des gendarmes en face d'elle et la militante avait déclaré, écoutez bien, ce que vous faites là est criminel et vous le paierez dans votre karma. Alors, pour tous les gens qui ont une instruction de base, ils savent ce que ça veut dire, le karma, la religion, notamment en Inde et ailleurs. Ça veut dire que dans l'avenir, on paie les conséquences de ces mauvaises actions. Eh bien, ça suffit 2 ans après pour convoquer cette militante à la gendarmerie et parler d'appel au meurtre, parler de violence, etc. On peut comprendre que tous les gendarmes ne sont pas instruits, mais on ne peut pas imaginer que la procureure qui représente l'État français ici ne sache pas ce que signifie karma, ce qui voudrait dire qu'on est vraiment, vraiment mal barré d'être sous une domination coloniale. On subit les exagérations, pour parler gentiment, de cette justice vis-à-vis des militants et qu'en plus, la procureure ne connaîtrait pas le sens de karma. Évidemment, c'est quelque chose d'abusif, c'est quelque chose de liberticide, c'est une volonté de faire pression sur les militants et on se demande pourquoi maintenant. Est-ce parce qu'on tient à neutraliser des militants qui ont un haut niveau de connaissance et de maîtrise de la politique, qui sont efficaces, qui ne sont pas rebelles et sans savoir où ils vont? Est-ce que c'est cet objectif-là? Est-ce que c'est l'accélération de la répression globale? Peu importe les motivations de ces gens-là, n'empêche que la militante qui n'a pas froid aux yeux et qui est droit dans ses bottes, comme vous pouvez dire en français, est allée avec
le soutien de militants, de sympathisants à la convocation. Elle a été très ferme en disant, mais ça ne tient pas de vous, votre histoire. Et quand on a voulu prendre ses empreintes et faire sa photo comme les délinquants profil face gauche, face droite, elle a refusé absolument. Elle a dit, pas question, j'ai été convoqué pour être interrogé, je ne suis pas un délinquant. Et on a menacé Anissa Berton d'aller chercher tout de suite une convocation pour l'obliger à venir et se soumettre à ces abus, hein, puisque la première convocation ne permettait pas de le faire. Alors, les choses sont en l'état, mais nous voulons dire que là, que nous avons une accélération de la répression coloniale contre les militants et qu'il n'est pas question que ces militants et leur soutien baissent les bras. Voilà pour eux. Deuxième, tiens, puisqu'on parle d'abus de pouvoir colonial, ça m'amène à parler de racisme. Ça m'amène à parler de suprémacisme. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, se permet dans une émission de dire que les Haïtiens sont des cons, une bande de cons, parce qu'ils ont changé de ministre. Moi, je peux me permettre de dire que quelqu'un qui dit ça, c'est un crétin, c'est un raciste. S'il traite des dirigeants haïtiens de cons, de bande de cons, moi, je peux traiter quelqu'un qui tient ce propos-là de crétin et de raciste. On le connaît pour son arrogance. On le connaît pour ses déclarations en Afrique qui montrent qu'il fait partie de toute cette bande de suprémacistes qui sévit dans le gouvernement français. Mais quand même, ce monsieur-là se croit à commenter, autorisé à commenter un remaniement ministériel quand dans son pays, les remaniements se renouvellent. N'est-il pas plus con, cher monsieur Emmanuel Macron, de refuser d'appliquer une démarche républicaine qui consistait à nommer comme Premier ministre quelqu'un venant de la formation qui a le plus de voix aux élections? Déposer un Premier ministre qui entend faire passer par 49 fois un budget de scélératesse capitaliste que les gens avaient rejeté à travers le vote des deux bords, l'extrême droite et du Front populaire. Alors, moi, je n'irai pas plus loin sur les commentaires, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron ne se rend pas compte que la France est en train de se déliter, que c'est un tout petit pays impérialiste et que son armée et ses médias ne suffiront pas à empêcher le déclin de ce colonialisme, de cet impérialisme. Je viens tout de suite sur la proclamation, la prononciation du mandat d'arrestation faite par la Cour pénale internationale de justice qui regroupe une 140aine de pays contre le criminel de guerre qu'est Netanyahou. Netanyahou, premier ministre israélien, on n'a plus besoin d'illustrer cela. Plus de 43 000 morts à Gaza, 3 000 morts déjà au Liban, des bombardements sauvages, bestiaux, qui ne répondent à aucun critère de la législation internationale. Enfin, pourrait-on dire, la Cour pénale internationale se résout à ne pas faire de déclaration demandant de cesser le feu, mais à désigner les coupables et à émettre un mandat d'arrêt contre ces criminels. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les réactions dans le monde. Les États-Unis, qui d'ailleurs ne sont pas membres de la Cour pénale internationale et qui ont même fait voter une loi qui prévoit que si la Cour pénale internationale condamne un ressortissant états-unien, les États-Unis se donnent le droit d'aller dans n'importe quel pays le récupérer
pour refuser l'application de la justice internationale. Mais bref, ils sont hors de la communauté, de la Cour pénale internationale, ils ne l'ont pas ratifié. On connaît l'attitude des Américains. Mais dans les autres pays en Europe, c'est la gêne, c'est le silence. Il faut dire quand même qu'il y a énormément de responsables de ces institutions qui disent nous respectons la législation internationale et la décision de la Cour pénale. Mais de là à arrêter Netanyahou, ça c'est notre affaire. De toute façon, il ne va pas se déplacer comme il le faisait auparavant, puisqu'il est de plus en plus acculé. Mais il y a toute une série de gens qui remettent en cause la décision de la CPI parce que c'est Netanyahou, parce que c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël lui-même, Netanyahou, développe l'idée que c'est une décision antisémite. Notons cela pour le point d'exclamation. C'est une décision antisémite, c'est contre les Juifs, etc. Rappelez-vous qu'il y a 15 jours, nous avons parlé de l'engagement des médias internationaux pour présenter des réactions violentes qui avaient été menées contre des hooligans racistes comme des actes antisémites. Là, l'affaire a fait un flop puisque même la maire de la ville s'était excusée d'avoir employé le terme de pogrom, etc. Bien, mais n'empêche que là, maintenant, on dit même que la société israélienne fait corps autour du délinquant Netanyahou, délinquant pour toutes les raisons de détournement de fonds, mais parce qu'ils n'acceptent pas que leur premier ministre soit sous mandat d'arrêt. Et donc l'idée que le peuple juif doit faire corps autour d'un des siens, ça ne passe pas. Mais attendez, c'est évident pour tous ceux qui sont conscients, qui sont humains, que c'est un criminel de guerre et qu'il mérite d'être arrêté. Ceci dit, on nous donne la réaction de l'extrême droite, mais on ne donne pas la réaction des milliers et des milliers de juifs antisionistes qui demandent l'arrêt de la guerre et la condamnation de Netanyahou. Tout ça, c'est pour laisser un flou sur la validité de ce mandat d'amener. N'empêche que Netanyahou est pris au piège parce qu'il ne peut pas démissionner, il ne peut rien faire, il ne peut pas arrêter la guerre, son but de destruction, de génocide, il ne peut pas l'arrêter, et même s'il le voudrait, l'extrême droite qui est dans son gouvernement ne va pas l'autoriser à faire ce pas-là. Donc, ça, c'était pour parler de l'acte. Mais je profite pour amener à la réflexion. Parce que toute cette semaine encore, nous avons entendu l'essentiel des médias aux ordres du système dire que Israël se défend en allant bombarder Israël. Il s'agit d'une guerre entre Israël et le Hezbollah. De même que le massacre des milliers de Palestiniens, c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Et puis tous les journalistes disent pour garantir sa sécurité. Ce sont tous autant de complices du crime et de génocide. Et la propagande agit sur beaucoup. Je voudrais vous poser une question à tous, auditeurs, auditrices qui écoutez. Je voudrais vous poser une question. Faisons de la politique. Un gouvernement décide de mener la guerre contre la mafia qui organise le trafic de cocaïne en France. Ou bien même des réseaux qui diffusent la cocaïne en Martinique ou en Jamaïque. Est-ce que vous admettriez un seul instant que ce gouvernement-là dise je vais bombarder un quartier parce que je sais qu'il y a un chef de la mafia qui se cache là. Et puis, il tue 1000 civils. Et puis après, est-ce que vous allez dire que c'est une guerre entre le gouvernement qui protège les citoyens, sa sécurité, et puis des trafiquants de drogue? Non, vous allez dire ce sont des scélérats, des voyous, des criminels qui viennent bombarder des civils qui n'ont rien à voir avec ça. Vous imaginez
que vous avez un neveu, par exemple, qui est dans le trafic de drogue, et puis que cet État-là vienne bombarder le quartier où il habite, parce qu'on m'a dit que, c'est lui qui déclare ça, qu'il y a votre neveu était là, il est passé dans un tunnel là, et vous, c'est de la folie, c'est quoi? Où est-on là? Et puis tous les médias développent la même argumentation. On détruit, on élimine le peuple palestinien en disant qu'on cherche des combattants. Et puis maintenant, on va éliminer, on va attaquer des monuments historiques, des cimetières, la capitale du Liban, parce qu'il y aurait des responsables, mais y aurait-il eu des terroristes les plus criminels qui se cachent à Beyrouth? Quelle conscience humaine peut accepter l'idée qu'un État a le droit d'aller bombarder un pays étranger au prétexte qu'il cherche des gens qui nuisent à sa sécurité? Alors, on va autoriser la France si elle lutte. Ils ont déclaré la lutte contre la drogue cause principale, hein, après les incidents de Marseille. Donc, s'ils savent qu'il y a des responsables de la cocaïne, du réseau de cocaïne qui sont en Jamaïque, la France va bombarder des quartiers populaires de Jamaïque. Et ça dépasse l'entendement. Et puis tous les médias et l'essentiel de la classe politique réactionnaire défendent cela et sous un prétexte de défendre la sécurité d'Israël ou de lutter contre l'antisémitisme, ce qui m'amène à la dernière information introductive. La France est soumise, dont le leader connu, c'est Mélenchon, dépose un projet de loi demandant d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Tous les médias sont entrés en bataille. Mais vous voyez, la France est soumise, c'est fou. Mais on a atteint la honte suprême. Le bonhomme veut, alors certains médias ont même enlevé, abrogé la loi pour dire, veut empêcher abroger le délit, l'idée du délit d'apologie du crime. C'est des criminels. Ils ne veulent pas qu'on lutte contre l'apologie du terrorisme. Mais c'est tout le monde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais jamais on ne reçoit les porteurs du projet pour expliquer leur motivation et de quoi s'agit-il exactement. Combien de vous, de nous qui entendons cette information, connaissons la loi dont il s'agit? C'est une loi du 13 novembre 2014 qui l'a instituée. Combien d'entre nous savons qu'est-ce qu'il y a dans la loi et pourquoi? Pour quelle raison l'ancien Soubise demande d'abolir cette loi? Prenez cet exemple-là pour voir ce que c'est que la manipulation de l'information, la désinformation. Très peu. Pour préparer l'émission, je suis allé essayer de retrouver sur Google, dans les moteurs de recherche, le texte complet de la loi. J'ai passé 1 heure avant de trouver des indications. On ne sait pas, même quand on veut rechercher. Alors, quelle est l'histoire de cette loi? C'est une loi qui vient pour transformer une loi précédente qui existait déjà, une loi qui datait, je regarde la date rapidement, du 29 juillet 1881 et qui exprimait déjà la nécessité, qui inscrivait dans la loi la nécessité de condamner les gens qui traitent de faits relevant des crimes de guerre et qui fassent l'apologie des crimes de guerre, l'apologie du crime contre l'humanité. Cette loi-là existe et elle était employée pour la presse. Dans la presse, dans un journal, dans une émission radio, quelqu'un venait dire oui, il faut tuer tous les Arabes, tous les musulmans, etc. Oui, on a raison de tuer tous les Noirs. Apologie
de crime contre l'humanité, on traite et on peut dire que la loi existe. Et puis en 2014, on va élargir cette loi pour dire que tout citoyen qui ferait l'apologie du terrorisme sera sanctionné à la peine de prison, ferme, amende dans les 75 000 euros, etc. Pourquoi cette loi a été prise? Sur cette radio-là et dans notre presse, nous avons longuement insisté, détaillé pour dire que les gouvernements occidentaux avaient pris prétexte de la lutte contre le terrorisme pour mettre des lois fascistes dans tous les pays. Ça a commencé aux États-Unis avec le Patriot Act qui vraiment écrasait toutes les libertés au prétexte qu'il y avait eu les attentats du World Trade Center. Après ça, ça s'est étendu dans tous les autres pays occidentaux et en particulier en France. Et nous avions dit que c'était un prétexte qui avait été pris pour pouvoir fasciser la société. De fait, cette loi-là a été appliquée. Et elle est, sur les 2 ou 3 dernières années, appliquée systématiquement. Contre qui? Qui a-t-on condamné là, depuis ces dernières années, pour apologie du crime, du terrorisme? Je prends un exemple, le premier qui me vient à l'esprit, un délégué syndical de la CGT qui distribue un tract dans lequel il dit que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, de l'action menée par le Hamas, c'est une conséquence de toutes les atrocités qu'Israël faisait contre les Palestiniens. Ça a été une conséquence. Je leur dis oui, c'est une conséquence. Soit quand vous tuez les gens, vous volez les terres, détruisez les citernes, etc., ça produit des actions violentes, ça produit des résistances, ça produit y compris des résistances fanatisées. Ça. Dire ça, c'est faire l'apologie du terrorisme. C'est dénoncer le fait que la violence d'occupation militaire entraîne le terrorisme. Le délégué de CGT a été condamné à prison avec sursis. Il a fait appel. C'est pas tout. Un jeune écrit un slogan sur un mur qui soutient la Palestine. Abat l'armée d'occupation sioniste. Il a été condamné pour apologie du terrorisme. Parce que si vous dénoncez l'occupation sioniste, ça veut dire que vous êtes antisémite. Mais pire, la représentation nationale des parlementaires ont été convoqués. Mathilde Panot, présidente du eurodéputé, l'eurodéputé insoumise Rima Hassan ont été entendus par la police judiciaire et il y a des actions qui sont faites parce qu'elles sont qualifiées, elles font l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'elles ont dit pour faire? Qu'est-ce que Mathilde Panot a dit? Qu'est-ce que Rima Hassan a dit qui puisse être assimilé à de l'apologie du terrorisme? Eh elle dit tout simplement une offensive panouenne, une offensive armée des forces palestiniennes dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Ça, c'est de l'apologie du terrorisme. Ça veut dire qu'on a instrumentalisé une loi de 2014 qui avait d'ailleurs été votée à cet effet pour fasciser la société et empêcher l'expression de tout ce qui gêne l'impérialisme français et tout ce qui attaque les sionistes criminels israéliens. Voilà. Alors, les députés de la France insoumise posent une loi pour dire abroger cette loi. Cette loi-là, c'est un instrument de dictature. Abroger ça. Il existe la loi de 1885, on a dit, etc., qui prévoit déjà des peines pour ceux qui, effectivement, alors on va le prouver, dans des procès, qui font l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est la tempête. Le Ontario, là, le type d'extrême droite là,
On a dépassé toutes les limites. Attal, l'ancien premier ministre de Macron, écrit à toutes les forces alliées de la France insoumise, si vous ne dénoncez pas, si vous ne démarquez pas de cette proposition de loi, c'est que vous aussi, vous êtes antisémite. Voilà un exemple de manipulation. Alors, c'est pour vous dire, ça c'était les points d'introduction, la question de la connaissance, la question de l'information, c'est central aujourd'hui dans un contexte où les conflits sont décisifs, fascisme contre liberté publique, domination impérialiste, soutien aux criminels de guerre contre peuple qui luttent, qui sont en résistance. Nous allons donc faire une respiration musicale avant de passer à la partie déconstruction. On va y aller tout de suite. Voilà, ben, désolé pour la petite coupure plus longue que prévu. Je vous ai annoncé qu'en matière de déconstruction, nous allons réfléchir sur la nature des revendications qui sont faites par les mouvements dans la société à partir de deux cas. D'abord, la lutte des agriculteurs français et d'ailleurs les autres Européens commencent à bouger contre le Mercosur et deuxièmement, la lutte, les revendications qui sont faites concernant la vie chère en Martinique. On va commencer avec les agriculteurs français. Partout, c'est dénonciation du Mercosur. Sur les murs, on change les noms dans les plaques d'entrée des communes, le Mercosur. Il faut absolument refuser le Mercosur parce que c'est la mort de l'agriculture française. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Mercosur? Quand on obtient une information, il faut aller au fond des choses. Alors qu'est-ce que c'est que le Mercosur? C'est l'équivalent du marché commun européen. Mais ça se passe en Amérique du Sud. Mercosur, c'est la première syllabe d'espagnol, le mercado, marché, commun, sur du Sud. En fait, c'est ça. Et qui regroupe tout un certain nombre de pays, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay. Le Venezuela en faisait partie jusqu'en 2016, mais dans la politique menée par les impérialistes occidentaux pour essayer d'écraser le Venezuela, on a suspendu le Venezuela. Par contre, il y a des pays associés, hein, le Chili, la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Alors, quand on parle de marché commun, c'est un marché commun pour le libre-échange sur des bases capitalistes. Donc, ces pays-là, ils ont signé un traité, 26 mars 1991, le traité d'Assomption, et qui prône la libre circulation des biens, services, des facteurs productifs entre les pays dans l'établissement d'un arsenal externe commun. Ça veut dire que tous vont avoir les mêmes règles pour commercer avec l'extérieur et l'adoption d'une politique commerciale commune, la coordination de politiques macroéconomiques et sectorielles entre les États membres et l'harmonisation des législations pour atteindre un renforcement du processus d'intégration. Quand des pays forment une zone de libre-échange, un marché commun, les différents chefs d'État se réunissent pour faire en sorte que les lois soient les mêmes, qu'ils fixent les mêmes prix pour exporter, qu'ils prennent les mêmes décisions, donc qu'ils mutualisent leurs efforts pour muscler leur économie. Et ça a tellement bien marché pour le Mercosur qu'à l'heure actuelle, on considère qu'en poids économique, hein, c'est le 4e bloc du monde à cause de son volume d'échange. Donc, c'est quelque chose qui a du poids. Mercosur
qui fait que, disons que les échanges commerciaux sur les bases capitalistes, rappelons-le toujours, réussissent à ce Mercosur-là. Et le Mercosur représente 82,3% du produit intérieur brut de la zone concernée, l'Amérique du Sud, dont les pays sont membres. Alors, voilà, c'est un point global. Et donc, le Mercosur envisage de signer des accords avec un autre bloc, qui est la communauté européenne, de façon à ce que, entre eux, les échanges puissent se développer de façon harmonieuse. Pourquoi ces deux blocs-là se réunissent? C'est parce que la concurrence de la Chine, les autres pays deviennent de plus en plus puissants et que les blocs économiques qui sont sur des bases purement capitalistes liées au système financier du dollar, etc., sont menacés. Donc, ils essaient de regrouper leurs forces de façon à résister à la concurrence des rivaux. C'est ça. Alors, le Mercosur, c'est comme la communauté européenne, des gens qui sont sur la base du capitalisme, de la compétitivité, de la rationalité et commerciale, etc. Et qui imposent à leur propre population des réglementations. À partir de maintenant, on va tolérer tel produit, l'entrée de tel produit, on va mettre des taxes sur tel produit qui rentre venant de tel pays. Par exemple, de la Chine, on va mettre des taxes pour empêcher que leurs véhicules électriques rentrent, etc. C'est le jeu des relations entre blocs commerciaux qui entraîne une politique de rationalisation, je mets entre guillemets, mais d'écrasement de toutes les autres formes d'économie qui gênent le développement des multinationales. Parce qu'à la tête de ces groupes, de ces marchés, Mercosur ou la communauté européenne, ce sont les multinationales qui font la loi, c'est-à-dire les organisations les plus puissantes, les entreprises les plus puissantes qui contrôlent le marché. C'est eux qui désignent Macron qui sera président. Bon, bref, c'est ça. Et dans les pays où la loi des multinationales est appliquée, les petits planteurs, les petits paysans, les petits cultivateurs, les petits entrepreneurs, les salariés, ben, ils sont appliqués. Alors, on parle maintenant des cultivateurs. Ils montent au prix. On s'était mobilisé, vous nous aviez fait des promesses, elles ne sont pas tenues, nous continuons à prendre du poids. Et puis, vous voulez faire un accord avec le Mercosur, mais le Mercosur produit de la viande en plus grande quantité, dans d'autres conditions que nous. Cette viande-là va arriver à bon marché et ce qui nous restait d'économie va disparaître. Donc, il ne faut pas, nous ne sommes pas d'accord avec le Mercosur. La logique. Une autre revendication est faite par ces cultivateurs français, ils n'ont pas de normes. C'est pour ça qu'ils produisent à bas. Parce que les multinationales sont puissantes. Mais nous, là, nous avons des normes qui nous empêchent de nous développer. Donc, nous demandons d'enlever les normes. Vous voyez déjà la contradiction. On combat le Mercosur parce qu'ils n'ont pas de normes, mais nous demandons de retirer nos normes. Est-ce que qui ça va arranger ça? Ça va détruire les intérêts de la population globale. Parce que si on enlève des normes sanitaires, des normes de qualité, bon, ça donne ce que ça donne en Amérique du Sud. Puisque les multinationales font la loi, on peut vendre n'importe quoi, on peut mettre des OGM, on peut donner n'importe quoi à manger, des hormones, etc., au bétail, etc. La contradiction est là. Les normes, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, sont imposées par
les grandes entreprises, les grandes entités. Et les normes sont imposées non pas pour protéger le consommateur, mais pour éliminer la petite production. Quand, dans le Sud, ils sont assez puissants pour tuer les syndicalistes, pour corrompre, etc. Et puis il n'y a pas de normes, les gens prennent du fer. Mais quand on applique des normes sous la base de la volonté des multinationales dans les pays dits développés, ce n'est pas pour protéger les citoyens, c'est parce qu'on sait que les petits ne pourront pas tenir la route, ils vont disparaître et puis on va reprendre le marché. Et après ça, on pourra se boucler des normes. Donc, ce n'est pas la lutte contre les normes qui doit être principale dans cette affaire. Mais l'autre aspect qui est intéressant à poser, c'est que les normes ne signifient pas réellement la qualité et la santé des gens. Alors, le petit cultivateur dit, moi, je ne veux pas du produit, je ne veux pas que les produits du Mercosur arrivent parce que c'est des choses de mauvaise qualité. Et nous avons des choses de bonne qualité. Mais est-ce que eux, les petits cultivateurs français, les agriculteurs français et le monde économique français, ce qu'ils envoient dans le Sud est de bonne qualité? Vous avez entendu toute cette affaire de thon avec du mercure, etc. Non. L'essentiel des produits venant de l'Occident, y compris les produits venant de l'agriculture française et de ses normes, sont des produits nocifs à la santé des gens. Avec les conservateurs, tout ce qu'on met dans la transformation, fait que l'essentiel des produits importés sont nocifs à la santé. On le sait. Et là, on fait notre partie du clair. On a eu suffisamment d'exemples de produits qui ont été retirés des rayons et puis des conséquences diabète, etc. Donc, le cultivateur, l'agriculteur français, qui prend prétexte des effets nocifs des produits agricoles du Mercosur, devrait être conséquent en disant nous refusons d'exporter tous nos produits qui nuisent à la santé des pays du tiers-monde, ils ne vont pas payer. Ce qui veut dire qu'ils sont conditionnés, ils sont aliénés, ils défendent leurs intérêts, ils sont dans la compétitivité capitaliste, ils ne veulent pas perdre l'argent, ils font des revendications corporatistes. Et pourquoi la FDSEA est au grand combat, à la tête du combat de ça, c'est parce que la FDSEA est contrôlée par des milliardaires, par des grands céréaliers, par des grands éleveurs qui instrumentalisent les cultivateurs, les agriculteurs de base, plus pauvres, pour faire pression sur le gouvernement français, pour garder leur marché, pour protéger leur marché contre celui du Mercosur, où ils défendent leur beefsteak. Et ils instrumentalisent. C'est pour ça que dans quelques mois, quelques années, les cultivateurs, les agriculteurs, je dis cultivateurs, c'est comme ça qu'on les appelle en avant, les agriculteurs français vont dire on nous a couillonnés comme l'autre fois. Dans toute cette affaire-là, il y a quand même des syndicats qui sont plus progressistes. Je parle de la Confédération paysanne qui pose la question du système, qui dit non, c'est pas, on ne veut pas de miettes. Troisième revendication de ces gens-là, comme nous sommes en difficulté, l'État doit nous donner des subventions. On sait que les subventions européennes ne servent pas à ça. Elles servent à appliquer la politique globale des grands groupes. Et que même si on vous donne des subventions, si par ailleurs vous payez des impôts, si par ailleurs vos conditions de vie se dégradent parce qu'on enlève les maternités, les hôpitaux de votre région, ou que les prix deviennent trop chers parce qu'on a une mauvaise politique de logement, etc. Et c'est chat et de l'eau au panier. Donc, c'est pas la solution, ce n'est pas les subventions. Les agriculteurs français, en tout cas les plus conscients l'ont déjà compris, doivent bien comprendre que c'est le système qu'il faut changer. Il faut se réorienter vers des cultures qui ne soient pas industrialisées, calibrées pour être mises en rayon de supermarché, mais qui correspondent aux besoins de la
population, développer des circuits courts, supprimer les intermédiaires prédateurs qui mangent, attaquer les hypermarchés qui prennent les produits des agriculteurs à bas prix et puis qui revendent très cher pour le consommateur. Et vendredi encore, un camarade qui était responsable d'une coopérative agricole nous disait que non seulement ils prennent les produits à bas prix pour mettre dans les supermarchés, mais ils ont un pourcentage sur l'argent que vous aurez fait en fin d'année. Si vous avez eu des bénéfices, ben, il faut verser 5% à la grande surface. C'est ce qu'ils appellent les marges arrière. C'est le système. Il n'y a pas la possibilité pour que des agriculteurs vivent dans ce système. Sauf s'ils sont déjà milliardaires au haut de l'échelle. Impossible. Subvention, c'est piège à con, comme diraient les autres. Donc, les agriculteurs français doivent comprendre qu'il faut lutter contre le système avec des revendications communes aux paysans qui sont en Amérique du Sud, hein, Argentine, Pérou, etc., contre les zones de libre-échange contrôlées par les multinationales. Et c'est là que je fais le pont avec la situation sur la vie chère, les revendications. Donc, comment voulez-vous que des gens qui n'étudient pas les règles de l'économie, le fonctionnement de l'économie, qui ne sachent rien du tout de ce qu'est le commerce international, des bases sur lesquelles les prix sont fixés, de ceux qui commandent, etc. Des gens qui ne savent absolument pas que le pouvoir d'achat, c'est une mystification, parce que même si on baisse les prix, ils le font toute l'année, promotions, soldes, etc., de produits alimentaires d'un tel supermarché de 11%, de 20%, de 25%, ceux qui contrôlent le commerce se rattrapent sur les autres produits qui sont dans le même supermarché, ou bien si on a dit le 1er janvier en Martinique, on va baisser de 11%, allez aujourd'hui là, vous allez voir que les produits ont déjà augmenté de plus de 11%, comme ça qu'on va baisser le 1er janvier, on sera au même tarif. Et alors, on se rattrape sur les autres produits, et puis, je pense que si on sait comment est organisé le tissu économique martiniquais, on sait bien que ce sont les mêmes qui ont les supermarchés qui vont baisser le prix de certains produits alimentaires, qui vont doubler leur marge sur les pièces détachées. On a déjà parlé d'augmenter le prix des billets d'avion, etc., etc. Alors, quand on fait une revendication ponctuelle, minimaliste, sans prendre en compte tous ces éléments-là, on développe des illusions dans l'esprit des gens et on prépare des découragements, des renonciations à la lutte plus tard de ceux qui vont dire « Gars, tout ça nous fait, puis ça passe bien ». On l'avait déjà dit pour 2009, quoique nous ne sommes pas d'accord, ça a servi à beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont retournés au jardin, ont changé leur mode de consommation, etc. Donc, il faut quand même nous appuyer sur les bases de la raison, de la compréhension, de la connaissance, pour savoir que pour lutter contre la vie chère, il y a nécessité d'avoir une stratégie globale. Premièrement, comme certains syndicats, comme ça, Charnadi ou les syndicats de servagers l'ont déjà dit, il faut se battre pour que les salaires soient conséquents. Bien sûr, il faut éviter l'inflation, la course de salaire et puis salaire et puis monter comme ça, mais il faut travailler politiquement en s'appuyant sur des partis politiques qui ont des stratégies pour faire en sorte que les prix soient soumis à contrôle. Les Français l'ont fait chez eux en élisant, en donnant la majorité au nouveau Front populaire, qui avait un programme pour dire il faut augmenter les salaires,
il faut bloquer les prix, il faut prendre de l'argent sur les grandes sociétés pour. Mais quand un individu ou des individus viennent dire pas faire politique, pas faire politique, pas sur politique, pas sur syndicat, ben, c'est le chemin qu'ils font pour que ceux qui sont à la tête des multinationales continuent à manger. Puisque si vous faites une politique réfléchie correspondant aux intérêts du peuple, ceux qui vous représentent peuvent se battre pour pouvoir augmenter les minima sociaux, etc., etc. Empêcher qu'on supprime des emplois dans la fonction publique. Il faut avoir donc une stratégie globale. Alors, il y a l'augmentation des prix, mais il y a autre chose. Il y a le détachement du système capitaliste. Regardez, nous, ces supermarchés à yacht là, nous en vendons. Si on s'organise pour vraiment consommer ce que nos agriculteurs produisent, qu'on les accompagne, qu'on forme des circuits pour squeezer, pour lober la caste, ben, on va vivre mieux. Le problème de la vie chère sera résolu en partie. Mais le plus important, si on travaille sur notre mentalité pour changer nos habitudes de consommation, pour voir que nous sommes conditionnés à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, que nous boycottons ce qui est inutile. Par exemple, qu'on ne tombe pas dans cette djinja de Halloween pour aller acheter des masques, des choses pour nos enfants, parce que ces gens-là ont dit qu'il faut fêter Halloween. La rente à la mettez là pour faire un bagage qui est plus essentiel. Si nous nous libérons notre mentalité de toutes ces formes d'aliénation qui nous font croire que si on n'a pas ça, et on n'est pas quelqu'un, il faut montrer aux autres qu'on a ça. Vous savez qu'une grande partie des dépenses qui sont faites, y compris par des gens qui ont des revenus limités, n'est pas essentiel. Et que l'essentiel est sacrifié pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'aliénation. Donc il nous faut travailler. Et quand je dis cela, je le répète souvent, ce n'est pas pour criminaliser ou culpabiliser les gens qui ont des mauvais comportements de consommation. C'est pour dire que nous sommes influencés par la propagande, par l'éducation qu'on nous donne, par la publicité, et que malgré nous, nous luttons pour notre intérêt. Mais que rien ne nous empêche de prendre nos responsabilités pour dire je contrôle. J'ai le droit de me faire plaisir sur une dépense qui n'est pas essentielle. Hein. Ça fait partie de la vie. Un jour, je peux faire un petit extra. Un jour, je peux faire un petit intéressant. Ce n'est pas ça le problème. Mais si je contrôle pour que cela ne mette pas en difficulté le gros de ce dont j'ai besoin, il n'y a aucun problème. Je m'organise pour ça. Mais si je mets le gros de ce que je gagne pour des choses superflues, il m'a toujours fait ton faire. Alors, voilà les différents éléments concernant la vie chère qui nous appellent à la même conclusion que nous tirions quand nous parlons des agriculteurs français. Il nous faut connaître le système. Il nous faut voir ce qui est notre intérêt principal. Il nous faut voir que nous pouvons avoir une vie meilleure si nous avons une stratégie globale, une réflexion globale et une stratégie globale pour ne pas être, comme dirait l'autre, de jouer au carnaval des autres. Alors, nous arrivons à notre conclusion pour dire que la Martinique, notre pays, est dans une zone de turbulence. Nous capigés, toutes les couches de la population martiniquaise sont dans le désarroi. Petit entrepreneur, infirmière libérale, fonctionnaire des catégories inférieures, retraités. Nous tous, nous sommes dans une souffrance très grande. Le gouvernement français n'a aucune intention de porter de réponse à cela. Au niveau central, avec le budget de Barnier, ils vont accélérer
les difficultés que nous avons. Parce qu'encore, on va subir la double peine ici. Donc, comprenons que nous avons un choix à faire. Est-ce que nous continuons à nourrir des espoirs mal papaye? Est-ce que nous continuons à dire c'est la CTM qui n'a pas fait, mais pas fait, alors qu'on voit que l'État prive les collectivités locales de leurs moyens de financement et que les lois, les compétences qui leur sont attribuées sont de plus en plus limitées? Est-ce qu'on va continuer à nourrir des espoirs mal papaye ou à désigner des coupables qui sont impuissants? Ou bien est-ce que nous allons dire, bon, actuellement, j'ai assez ri. Est-ce que je me trouve dans des endroits, dans des espaces où je me donne des éléments de la compréhension nécessaires, où j'exprime mon point de vue, je joue mon rôle de démocratie directe avec les autres pour dire, maman a mis ça pour nous faire en quartier. Maman a mis ça nous pour faire dans l'association pour l'union stratégique globale pour sauver le pays. Je vous laisse porter la réponse qui est individuelle. Il nous appartient à chacun de dire ça m'en va faire partie. Merci de votre attention et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine.